Très bien, merci. Merci. Donc, je suis très ravi d'être parmi vous dans ce webinaire intitulé Comment réussir son entretien, premier entretien. Euh, c'est son premier entretien, c'est mon premier entretien, c'est ton premier entretien. Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, donc je vais céder la parole au professeur Malika Izid, maître de conférence à l'Université Hassan II de Casablanca et coordinatrice de la plateforme Elma Succès, dans laquelle on fait ce webinaire. Il est engagé dans l'accompagnement des étudiants et jeunes diplômés à travers des formations axées sur la recherche, l'orientation professionnelle et les compétences transversales. À vous la parole. Merci beaucoup, Monsieur Ferraoui. Aussi, à mon tour, je suis ravie d'être parmi vous et de participer en fait à l'ouverture de ce webinaire. Bonsoir à tous, à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir ce soir pour ce webinaire organisé par Ilma Success, intitulé Comment réussir son premier entretien. Alors, ce webinaire s'inscrit dans le cadre de notre programme d'accompagnement à l'insertion professionnelle. C'est un programme qui sert à accompagner les jeunes, les étudiants et les chercheurs d'emploi dans une étape décisive, de leur parcours professionnel. Alors, il s'agit bien de nos passages à l'entretien. Qu'il s'agisse d'un premier emploi, d'un stage ou d'une reconversion, savoir se présenter, valoriser ses compétences et comprendre les attentes de recruteurs est devenu essentiel. Nous avons réuni ce soir un panel d'intervenants engagés et expérimentés, des DRH, des coachs, responsables de recrutement et des enseignants, pour vous partager conseils et retours d'expérience et bonnes pratiques. Alors, ce webinaire sera également l'occasion d'interagir avec vous, de répondre à vos questions et de vous donner des outils concrets pour aborder vos futurs entretiens avec plus de confiance. Je vous remercie pour votre présence nombreuse et je vous invite à rester connectés jusqu'au bout. Le webinaire est enregistré, bien sûr, et une attestation de participation pourra vous être remise sur demande. Sans plus tarder, je laisse la parole à Monsieur Cheraoui Ezdi, notre modérateur de ce webinaire, que je remercie vivement et infiniment pour son application. Donc, bonne session à toutes et à tous. Merci. Merci, Madame Izid. Donc, tout l'honneur est pour moi pour assister à ce webinaire et le partager d'expérience avec les jeunes. Effectivement, donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, ce webinaire, il va rentrer dans un programme. C'est pas juste un webinaire qui va être isolé, mais il va rentrer dans un programme. Premièrement, on va faire ce webinaire. Ça va être un webinaire pour échanger, pour partager. Et deuxième chose, vous allez recevoir un questionnaire donc, qu'il faut remplir. Et par la suite, sur la base de ce questionnaire, on aura un deuxième webinaire le plus tôt possible qui va être dédié à un coach certifié qui va prendre, c'est-à-dire les valeurs et les résultats, euh, c'est-à-dire de ce questionnaire, il va préparer vraiment un coaching, une méthode pour pouvoir aborder votre premier entretien, c'est-à-dire dans les règles de l'art. Et deuxième chose, donc on a des CV qu'il faut envoyer à l'adresse qui va être communiquée. Et troisième chose, donc même pour les stages et pour les emplois, donc on essaie de faire l'intermédiation avec d'autres entreprises pour vraiment trouver des emplois pour les personnes, bien sûr, qui sont méritants. Donc tout ça, c'est avec l'adresse mail qu'il va être envoyé par Madame Izid. Donc déjà, lorsqu'on va voir le titre, comment réussir son premier entretien. Donc, il y a deux mots-clés. Il y a réussir et son premier entretien. C'est très important. Donc, déjà, la réussite, il y a une formule pour la réussite. Une formule qui contient trois paramètres, uniquement trois paramètres. Et cette formule, donc, ça marche tout le temps, avec tout le monde. Le premier paramètre, c'est le travail. Le deuxième paramètre, c'est le travail. Et le troisième paramètre, c'est le travail. Donc, pour réussir, il faut travailler. Il faut travailler dur, mais il faut travailler intelligemment. Le deuxième point le plus important dans ce titre, c'est son premier entretien. Lorsqu'on dit premier entretien, soit un entretien pour décrocher un stage PFE, soit un entretien pour accéder à des études supérieures, soit un entretien pour trouver un emploi, soit un entretien, son premier entretien pour trouver stage de pré-embauche. Et je peux vous dire qu'il y a certaines personnes qui sont en activité depuis 5 ans, 6 ans,
7 ans, ils n'ont pas passé un entretien. Pourquoi? Vous allez me dire comment ça se fait. C'est très simple. La personne, elle était dans le stage et vraiment, la période de stage, c'était une personne qui est brillante et la société, il l'a recruté sans passer d'entretien parce qu'il a montré ses compétences lorsqu'il était en stage. Et à un certain moment, il veut changer voilà, de boulot ou bien de travail. Il est obligé de passer ce premier entretien. C'est pas évident. Encore une fois, c'est pas difficile et c'est pas facile parce que vraiment, il faut travailler. Dans un entretien, il y a 3 phases. Il y a l'avant-entretien, pendant l'entretien et après l'entretien. Et par la suite, c'est un cycle itératif, c'est-à-dire que normalement, l'après-entretien, même s'il est conclu avec un non, c'est pas la fin du monde, c'est pas une fatalité, mais c'est juste, c'est un démarrage pour un deuxième entretien. C'est pourquoi, normalement, c'est un projet très important. Lorsqu'on entend projet, donc juste, on dit projet pour construire des stades de foot, des projets pour faire des ponts, des projets pour faire des villas. Non, le projet, c'est le projet le plus important. C'est ce projet-là qui est le projet de préparer ton entretien, d'accéder à un emploi, d'accéder à un travail et par la suite, voilà, faire ta carrière professionnelle et personnelle. Et par la même occasion, lorsqu'on va parler de projet, nous avons parmi nous euh, un panéliste d'experts et des consultants qui ont répondu présent à ce webinaire sans hésitation une seconde. Et par rapport à ce projet, donc il y a parmi nous qui va nous parler dans un deuxième temps Khalid Sabouri. Khalid Sabouri qui est un expert dans la gestion de projets. C'est un enseignant qui est certifié de PMP et j'avais l'honneur à ce que M. Sabouri, Khalid Sabouri, soit mon formateur pour que je puisse décrocher mon PMP. Et normalement, lui, il va nous parler, c'est-à-dire de cette approche projet des grandes œuvres, il va vraiment l'exploiter ou bien l'exporter par rapport à ce projet qui est un projet qui est très important. Parmi nous encore aussi, il y a une personne, Madame Salima Mrazli. Donc, si je vais lire le parcours de Salima Mrazli, il me faut un autre webinaire. Encore une fois, Salima Mrazli, Madame Salima Mrazli, il n'a pas hésité une seconde pour partager avec les jeunes. Elle est enseignante, responsable des ateliers de développement personnel et de leadership à l'école prestigieuse, l'école centrale de Casablanca. Cofondatrice et managing partner à KPIY, DG, consultante formatrice en marketing, communication et soft skills. Donc, il y a plusieurs fonctions de responsabilité et de direction. Et Salima aujourd'hui avec nous pour partager avec les jeunes et avec tout le monde. Voilà son expérience et son expertise par rapport à ce sujet. Avec nous, il y a deux autres personnes qui vont partager avec nous leurs expériences. En l'occurrence, il y a Sherawi Yasmine, euh, c'est ma fille, donc quelque part, entre guillemets, حقرت عليها, pour donner son expérience parce qu'il a passé plusieurs entretiens. Il a passé plus de 30 entretiens au Maroc, en France. Il va nous parler de cette expérience parce que l'expérience, elle est très importante. Et par la suite, lorsqu'on parle d'un sujet, obligatoirement, on doit parler de l'AI. Et dans l'intelligence artificielle, il y a un grand débat. Ce n'est pas le sujet de ce webinaire. Est-ce que l'AI va nous aider ou bien est-ce qu'il va nous remplacer? Moi, je peux vous dire qu'il va nous aider, il ne va pas le remplacer. Aujourd'hui, dans la fonction RH, il y a de l'AI. Nous avons un expert, un ingénieur informatique qui va nous parler de l'AI et ce qui va nous faire peur ou pas par rapport à cette fonction RH. Aujourd'hui, pour faire un entretien, il y a 2 parties. Il y a le recruteur, il y a le candidat. Et bien sûr, il faut que les deux fassent le jeu pour pouvoir réussir l'entretien. C'est pas que le candidat, il y a le candidat et le recruteur. Et vous allez me dire, oui, le candidat, il doit réussir pour décrocher le poste. Mais le recruteur, pourquoi il doit réussir? Tout simplement, il doit réussir parce que si jamais il va rater
l'oiseau rare, la perle rare. S'il va rater un talent, une compétence qui peut par la suite partir chez la concurrence, il va lui faire mal. Donc même le recruteur, il a intérêt à réussir cet entretien pour pouvoir décrocher, voilà, donc des compétences. Aujourd'hui, dans notre approche, nous avons nos clients, le client aujourd'hui, c'est le recruteur. Et lorsque je parle de recruteur, il y a les RH, il y a les responsables de département, parce que quelque part, c'est le responsable département qui va faire la fiche de fonction. Moi, je veux, par exemple, une personne avec les critères suivants. Et par la suite, donc les RH, quelque part là, ils sont là pour garantir l'harmonisation et le respect des procédures et des process. Mais les recruteurs, donc lorsque je parle de recruteurs, je parle de deux. Euh, j'ai contacté des recruteurs et des DRH euh, pour donner leur avis. Sauf qu'à un certain moment, je me suis dit, si je ramène un DRH, et je vais parler d'un point qui est très, 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 très pointu, c'est la tenue vestimentaire. Et je peux vous dire que pour la tenue vestimentaire, il y a un débat entre les DRH. Et si, par exemple, un DRH il va se présenter, il va vous dire, moi, pour moi, la tenue vestimentaire, donc vraiment, pour moi, c'est pas un problème. Moi, c'est beaucoup plus, c'est les qualités intrinsèques, c'est les qualités humaines, c'est l'expérience, c'est la compétence, c'est l'expertise, etc. Et aujourd'hui, il y a un candidat qui va assister à ce webinaire et par la suite, il va avoir un entretien demain. Il peut partir avec des jeans, des baskets et tout ça. Peut-être qu'il va rater son entretien. Parce que l'autre DRH, il est un peu, voilà, donc il est un peu regardant sur la tenue vestimentaire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un panel de recruteurs des DRH et des personnes dans le DRH et des recruteurs dans plusieurs fonctions d'activité et plusieurs fonctions, c'est-à-dire en marketing, RH, distribution, la supply chain, le commercial, la comptabilité. Et j'ai essayé de leur poser une question très simple. Quels sont les points à éviter dans un entretien et quels sont les points ou bien quelles sont les attitudes qui vont faire gagner des points supplémentaires à ce candidat? Donc, c'était une question, la même question pour tout le monde. Et par la suite, il y avait plusieurs réponses. Et j'ai collecté ces réponses et j'ai fait une synthèse. Certaines réponses sur lesquelles vraiment tout le monde est d'accord. D'accord, tout le monde est d'accord. Donc on peut pas, c'est-à-dire les nier ou bien les rater. Donc parmi ces points, donc déjà il faut commencer par un très bon CV. Et lorsqu'on parle d'un bon CV, qu'est-ce que ça veut dire un bon CV? Un bon CV, pas de faute d'orthographe. Ça, c'est la première des choses. Le contenu, il doit être vraiment authentique, personnalisé et vrai. Parce que parfois, les gens, il va prendre le CV, il va aller dans l'Internet, il va prendre un modèle, il va changer quelques points et par la suite, il doit l'envoyer. Les couleurs, ils doivent être sobres. Les compétences, il faut les mettre en valeur. Et par la suite, il faut que, normalement, il y aura vraiment, il doit être clair et structuré. Donc, vraiment, un CV qui est structuré. Ça commence déjà par un très bon CV. Par la suite, la préparation de l'entretien. Lorsqu'on va partir à un entretien, il faut bien le préparer. Comment ça? Et normalement, dans la préparation, il faut déjà avoir des informations dans les open source. Le recruteur, c'est qui? L'activité, c'est qui? La date de création? Est-ce qu'il y a des nouveautés? Est-ce que c'est une société qui est française ou américaine? Parce que les deux ils n'ont pas la même culture d'entreprise. Les Américains ne sont pas trop regardants sur le pointage, sur l'absentéisme. Les Français ils sont très regardants sur ça. Donc déjà, il faut avoir ces informations. Et par la suite, il faut s'approprier le poste. Je peux prendre un exemple. Parfois, il y a des écoles de commerce. Leurs lauréats, ils ont la possibilité de travailler aussi bien marketing, RH, finance, audit. Une personne qui va postuler pour un poste d'audit, il ne doit pas parler du marketing, il ne doit pas parler de finance, il doit s'approprier le poste pour lequel il a postulé. Il ne faut jamais couper la parole à ton interlocuteur. C'est très important. Il ne faut pas répondre avant que ton interlocuteur n'a pas encore terminé sa phrase. Il faut être factuel dans les réalisations. Il faut être factuel dans les réalisations. J'ai fait 20% de ça, j'ai fait 30% de ça, j'ai fait ça et j'ai fait ça. Il faut avoir l'écoute active.
il faut montrer une énergie qui est très positive. Il faut avoir des qualités qui sont humaines, humble, courtois et patient. Lorsque je dis humble, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, euh, si jamais le recruteur, il va te dire, tu viens chez un recruteur, il va te dire, oui, on va te recruter, tu as un bon profil, mais aujourd'hui, au lieu de t'affecter à Kazan, on va t'affecter, je pense, à Abjad. C'est pas la peine de faire des grimaces. Parce que tout ça, c'est quelque part, c'est pas bon. Donc, ce sont des points que le recruteur, il va les prendre en considération et peut-être, il fait ça exprès. Donc, maintenant, il faut se préparer pour éviter la provocation. Il faut être courtois parce que il y a des cas, il y a des situations. Tu pars pour un poste et tu vas décrocher un autre poste parce que le recruteur, il a vu que tu as des qualités qui sont adaptées à un autre poste autre que celui que tu as postulé. Il faut être patient. Et par la suite, il faut avoir confiance en soi et la maîtrise en soi. Lorsqu'on parle confiance en soi et la maîtrise en soi, c'est bien sûr, ça provient de une bonne préparation. Il faut vraiment bien préparer. Et la confiance en soi, et surtout ça, donc il faut bien dormir une semaine avant, il faut se lever tôt. Voilà, donc il faut préparer la tenue vestimentaire. Donc il y a plusieurs de petits détails qui sont très importants pour pouvoir réussir votre entretien. Il faut préparer à la provocation que parfois c'est juste un test pour la cap, pour gérer la cap, pour voir est-ce que tu gères tes émotions ou pas. Il faut être authentique et c'est ça le point le plus important. Donc il y a plusieurs points qui sont très importants ici, mais il y a une phrase qui m'a été dite par une DRH. Il m'a dit il faut que on doit avoir bnetness ou ledness parce que tout ce qui est technique, on va l'apprendre. Tout le monde, lorsqu'il va commencer un travail, seulement il va prendre la partie technique. Mais les qualités, les valeurs, qui mettent un groupe letnes ou letnes, c'est pas évident. C'est pas évident parce que une personne, tu vas pas lui refaire son éducation. Donc, il faut pas parler mal de ton ancien recruteur. Vraiment, pour les juniors, parfois, on va commencer à demander sur les salaires. Donc, c'est un point qui est négatif. Donc, tu es junior, tu es là, la société elle va te donner ou bien va t'offrir une occasion pour apprendre, pour avoir de l'expérience. C'est pas ça qui est le plus important. Un entretien, c'est un échange entre le recruteur et le candidat. Le candidat, il doit poser des questions. Mais des questions en fonction. Est-ce que junior, est-ce que senior? S'il était junior, donc il pose sur le bien-être, voilà, donc les activités, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. S'il est senior, il peut parler des salaires, des avantages, des bonus, des primes et tout ça. Et ça, c'est très, 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 très important. Donc, il y a plusieurs points. Et normalement, l'objectif, comme j'ai dit, de nos webinars, c'est vraiment à la fin, on va faire un guide avec les différentes questions ou bien les différents points, et on va, c'est-à-dire à côté de chaque point, on va faire c'est-à-dire soit des résolutions, soit comment il faut répondre, soit voilà, donc qu'est-ce qu'il faut faire pour ça. Et comme je vous ai dit, vous allez recevoir un guide avec un questionnaire, et sur cette base, on va faire, c'est-à-dire un webinar personnalisé par rapport aux résultats que vous allez nous envoyer. Et maintenant, je vais passer un peu de la théorie, on va passer la parole à Yasmine Chalawi, qui a passé plus de 30 entretiens pour nous parler de son expérience et pour nous dire est-ce que les entretiens se ressemblent, comment il a vécu ces entretiens avant, après, c'est-à-dire pendant et après. Et si jamais il a une anecdote, vous la partagez avec nous. À toi la parole, Yasmine. Bonjour à tous. Déjà, est-ce que vous m'entendez très bien? Vous m'entendez ou pas? Oui, oui, parfait. Donc, je suis ravie de pouvoir partager avec vous mon expérience des différents entretiens que j'ai passés, que ce soit pour des écoles de commerce ou des stages et pour mon alternance. Donc, ce que j'ai compris assez vite, c'est que chaque entretien est différent et qu'il faut vraiment se préparer et adapter sa préparation. Le stress, lui, il est toujours là et ça, c'est normal. Mais ce qui fait la différence, c'est d'être soi-même et surtout d'être bien préparé. Il m'est arrivé parfois d'aller à un entretien sans réelle préparation et franchement, ça se sentait, je ne savais pas bien quoi répondre et je manquais de clarté dans mes réponses. Et du coup, j'ai compris que sans préparation sérieuse, ben, on ne peut pas réussir un entretien.
Et pour moi, bien se préparer, c'était de chercher des informations précises sur l'entreprise, sur son actualité, ses activités principales et ses projets récents. C'est ce qui me permet, ou c'est ce qui m'a permis de poser les bonnes questions et de montrer que je suis vraiment intéressée par ce poste. Donc, pour les oraux d'école de commerce, donc les questions tournaient surtout autour de mon parcours, de mes choix scolaires et de mes ambitions. Il fallait montrer que j'avais un projet professionnel qui était cohérent, réfléchi et que l'école représentait une étape logique dans ce projet. Pour les entretiens de stage, j'étais très ouverte. Je n'avais pas d'idée arrêtée sur un seul secteur. En fait, ce que je cherchais, c'était surtout une première expérience très concrète, vu que c'était ma première expérience professionnelle. Et c'est comme ça que j'ai découvert le secteur de l'immobilier et de l'habitat, donc un domaine auquel je n'avais jamais pensé. Et du coup, cette curiosité, ben, elle m'a permis d'élargir mes opportunités. Et voilà, et grâce à cette première expérience, ben, j'ai pu décrocher mon alternance actuelle. Et pour l'entretien d'alternance, ben, c'est encore autre chose. Donc, c'est un engagement sur le long terme, souvent sur 1 ou 2 ans. Parfois, ça peut aller jusqu'à 3 ans. Et le processus, dans ce cas, a été plus lent, avec plusieurs étapes. Mais ça m'a permis aussi, au cours de ce processus, de montrer ma motivation. Elle tenait sur la longue durée. Et ensuite, j'avais un vrai objectif derrière, c'était d'apprendre un métier et pas juste valider une année, parce que l'alternance, c'était une partie obligatoire dans mon parcours académique. Donc, j'étais obligée de faire une alternance. Et du coup, dans tous mes entretiens, ben, j'ai essayé de mettre en avant un CV qui était clair, avec des expériences professionnelles concrètes et des expériences extrascolaires. Et sont très importantes les expériences extrascolaires, surtout pour votre premier entretien, vu que normalement, vous n'avez pas d'expérience professionnelle avant. Et à chaque fois, ben, c'est la préparation et la sincérité ben, qui ont fait la différence par rapport à d'autres candidats. J'ai aussi rencontré des méthodes de recrutement qui sont variées. J'ai eu l'occasion de faire une vidéo de présentation au lieu d'un CV, des tests de logique, des tests de personnalité et plusieurs entretiens. Et parfois, il y avait de longs délais de réponse. Et quand ça a traîné comme ça, ben, je relançais l'entreprise de façon très professionnelle. Et du coup, c'était aussi une manière de montrer ben, que j'étais très motivée. Et des fois, par manque de réponse, ben, tu es démotivée des fois. Donc voilà. Et du coup, ce que je retiens, c'est qu'il faut vraiment se préparer sérieusement en allant chercher des informations qui sont concrètes sur l'entreprise, être clair sur ses objectifs et rester authentique. Et du coup, il ne faut pas avoir peur de s'ouvrir à des secteurs qu'on connaît peu. Et je pense qu'il ne faut pas, voilà, faut pas avoir peur à s'ouvrir à d'autres domaines. Parce que des fois, on trouve des opportunités plus intéressantes pour son parcours, pardon. Et du coup, il faut juste oser sortir un peu des chemins très classiques et du coup découvrir des domaines qui sont parfois différents que d'habitude. Donc voilà, donc merci de m'avoir écouté. Et du coup, je laisse maintenant la parole à Monsieur Chiraoui pour la suite du webinaire. Et si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. Merci Yasmine. Merci Yasmine pour ce témoignage. Donc, quelque part, qui rejoint ce qu'on a dit. Et normalement, comme j'ai dit, donc voilà, donc c'est plus de 30 entretiens. Donc, mais voilà, donc chaque entretien, il est à part, voilà, donc il est particulier. Comme j'ai dit au départ, préparer son entretien, c'est un projet qui est très important. Et j'ai parlé un peu de faire ce parallèle entre la gestion de projet et vraiment la préparation d'entretien. Et pour ça, donc, je laisse la parole à Monsieur Khalid Sabouri pour nous parler un peu comment il faut préparer le projet. Voilà, donc préparer un entretien. À vous la parole, c'est Khalid. C'est Khalid. Je m'excuse, hein, donc j'avais le micro qui n'était pas allumé. Maintenant, vous m'entendez. Très bien, parfait. Je vous remercie infiniment sur cette initiative, hein. C'est une bonne initiative de partage déjà. Et je ne sais pas, est-ce que vous voyez l'écran? Oui, très bien. Oui, Oui, très bien. oui, on entend. Très bien. Donc, je vous remercie comme j'ai dit, sur ce webinaire. Je vous remercie aussi de l'initiative et aussi de l'approche, hein. Le fait par exemple, de commencer avec un vécu, c'est une bonne chose, hein, dans une communication, hein. Commencer par du concret
Et en fait, l'objectif, c'est d'améliorer ces entretiens, de réussir ces entretiens. Et comme vous avez dit dans l'introduction, il y a plusieurs types d'entretiens. Entretien d'embauche, entretien de stage, stage d'alternance, entretien de titularisation, parce que quand on vous recrute, parfois vous allez travailler pendant 3 ou 6 mois et après on vous fait un entretien pour titulaire ou bien l'entretien de mobilité interne au sein de la même entreprise. On veut, par exemple, passer d'un niveau à un autre niveau. Donc tout ça, c'est intéressant et je trouve que même en fait, le moment de ce webinaire est très intéressant puisque ça arrive dans une fin d'année et normalement, à partir de cette année, de cette période, on va voir venir les nouveaux, euh, en fait, les nouveaux titulaires ou bien les nouveaux diplômés, pardon, qui vont donc chercher leur premier travail, donc chercher leur premier job pour eux. Donc, comme a dit Si Chiraoui, je le remercie pour cette invitation. Euh, Comment préparer un entretien comme un projet, hein. Donc ça c'est, moi j'ai préparé une petite présentation que j'aimerais partager avec vous. J'aimerais bien, donc je vais poser de temps en temps des questions. J'essayerai bien donc soit vous répondez donc par le chat. On fait une petite discussion dans une vingtaine de minutes, hein. Et là donc on va commencer par une petite définition que Chiraoui connaît. Et j'aimerais bien que vous me dites qu'est-ce que vous retient dans cette définition. Avant de parler d'entretien, on va parler de projet. J'aimerais bien que vous me dites, j'aimerais bien entendre deux ou trois intervenants. Qu'est-ce que vous retient dans cette définition? Allez-y, Vous pouvez écrire dans le chat. écrivez dans le chat. Donc le fait qu'il s'agit d'une initiative, une initiative. Il n'y a que le mot Alors, je initiative. peux intervenir. Allez-y, une idée. Alors, Oui. dans cette définition, on voit bien qu'il y a l'élément, un peu de l'élément de temps, c'est-à-dire ce n'est un projet que ponctuellement, parce qu'il faut se mettre en action à un moment donné. Et puis, ce que je retiens aussi, c'est que vous soulignez que ce n'est pas, c'est-à-dire il vise à concrétiser quelque chose qui n'est pas forcément de l'ordre du matériel. Il y a un produit, un service, ou aussi un résultat escompté. Et si on doit faire le parallèle avec notre thématique d'aujourd'hui, ben, le résultat serait le projet de réussir cette entrée en entreprise ou cet entretien ou décrocher voilà, ce pourquoi on est là dans le cadre de l'entretien. Merci infiniment. Ça rejoint aussi ce qu'a dit Chiraoui tout à l'heure. On sort de l'approche bâtiment vers une approche résultat, une approche concrétisation de quelque chose, d'un service. Oui, Mhm. un ensemble de cheminements visant à créer un résultat final. Oui, résultat unique. Oui. Donc, quel est le résultat unique d'un entretien d'embauche?
Signer le contrat. Oui. Être écouté. Recruter. Non, non. Décrocher le poste. En fait, dans cette définition, avant de partir à l'entretien, eh ben, il faut que l'objectif soit clair. Qu'est-ce que vous voulez de cet entretien? Est-ce que je veux, par exemple, il y a des gens qui font l'entretien pour évaluer leur niveau, hein. Exactement. Oui. Par exemple, les gens qui ont de l'expérience après tant d'années de travail, ils le font pour s'évaluer, pour s'auto-évaluer. Donc ça aussi, c'est un objectif. Donc, euh, l'essentiel de cette définition qu'on doit retenir, il y a deux ou trois mots, vraiment des mots que nous devons s'en rappeler. C'est que c'est temporaire, il y a un objectif qui soit clair, peu importe le type de cet objectif, et aussi il y a un résultat. Et le sentiment quand on a la vision du résultat, c'est qu'on va s'engager de toutes nos forces pour arriver c'est un outil de mesure aussi. Quand on fait un entretien, on sort de cet entretien, on dit, eh ben, on a réussi ce qu'on a voulu, on a atteint l'objectif, on a évolué dans notre poste, on a. Maintenant, si l'entretien n'aboutit pas, est-ce qu'il n'a pas de résultat? Exactement. C'est une expérience, c'est une leçon apprise, c'est un apprentissage, c'est une opportunité. Donc il faut le prendre de cet aspect positif toujours. Là, je suis devant un entretien, je le fais, j'ai un objectif à atteindre. Mais est-ce que c'est un apprentissage à vie? Non aussi. Ça doit être, ça doit être un apprentissage qui m'aide à réussir rapidement, à atteindre l'objectif rapidement. Et moi, je voulais poser la question avant parce que euh, qui est le chef de projet dans un projet d'entretien? Écrivez dans votre chat. Est-ce que c'est le recruteur? Est-ce que c'est le candidat? Les deux. Le recruteur, le candidat. Le candidat, les deux. Le candidat. On va faire le vote parce que je vois pas. Mais en fait, le chef de projet, c'est le candidat. Parce que qui doit atteindre l'objectif? Eh ben, le candidat, lui qui va. On a ce sentiment que c'est le recruteur. Le recruteur, il a un projet de recrutement. Vous avez un projet d'être recruté. Donc, vous devez préparer votre projet. Et qui dit préparer mon projet, eh ben, ça veut dire que je connais comment il est caractérisé le projet. Et ça nous fait arriver à notre slide suivant. Un projet dans la normale, hein. Dans la normale, un projet, il a 5 phases. Et que, excusez-moi, le téléphone sonne. Chut. S'il vous plaît. Hein. Donc, je m'excuse. Donc, il a 5 phases. Dans le projet normal, bien sûr, ici, si Shoraoui tout à l'heure, il a parlé euh, de quelques phases en général, avant, durant et après, hein. Mais tout ça, ça va s'arranger ici, dans les 5 phases. Initiation, je planifie, j'exécute, je suis et le clôture. Et ces cinq phases, on les a senties dans l'intervention de Yasmine. Parce qu'il avait dit que je préparais, je planifiais, et après, lors de l'exécution, après, je faisais parfois des mails de suivi. C'est ça le. Eh ben, si on veut faire un entretien d'embauche, on va essayer d'être dans ce.
dans ce cadre-là, il faut le préparer, il faut être en mesure de bien le réaliser et faire un suivi. Nous, on ne va pas rentrer dans le détail de chaque phase, comment ça se fait. Maintenant, je vais poser des questions globales. À votre avis, qu'est-ce qu'on va faire, par exemple, dans l'initiation ou dans la planification, en considérant que le jour de l'exécution, c'est le jour de l'entretien? À votre avis, qu'est-ce qu'on va préparer? On va, en fin de compte, pas mal de choses ont été dites par Monsieur Chiraoui, par Mademoiselle Yasmine sur ça, hein. Je vous demande de réécrire un petit peu pour surtout les personnes, les jeunes qui vont rapidement, rappelant ce qu'a dit M. Chiraoui, hein, pour planifier un entretien, qu'est-ce qu'il faut faire? Recherche, oui, société, oui, très bien. Cherchez les informations de la société. Il faut avoir votre feuille de route. Comprenez le poste, oui, c'est essentiel. C'est très important ce que vous dites là. Quel est le besoin de la société? Oui, on prépare ce qu'on peut dire devant le recruteur. Oui, donc préparer son élocution, se préparer aux provocations. Oui, parce qu'il y a des choses. Se renseigner sur l'entreprise, bien assimiler le CV, le gérer sans stress, oui, évidemment. S'entraîner, vérifier notre apparence, oui, on en a parlé tout à l'heure. C'est très intéressant ce que vous dites là. Ça, c'est vraiment préparer les questions et les réponses. Oui, ça aussi c'est bien. Maîtriser, avoir son confiance. Les idées par quoi on peut aider, un projet pour la société, objectif, ça aussi c'est intéressant, ça c'est très intéressant. Parfois il y a des entreprises, comme a dit Shirawi par exemple, les entreprises anglo-saxonnes, ils vont vous demander sur ça, quel est votre projet pour l'entreprise? Être humble, exactly, préparer son CV, un CV clair, s'entraîner à l'oral, tout ça, ça. Donc ça. On va passer en revue rapidement, hein, rapidement sur quelques éléments essentiels de ces phases-là. Mais tout ce que vous dites là, il est enrichissant, il est intéressant, il est important, hein, Donc rapidement, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous remercie infiniment, hein. Toutes les réponses ils sont correctes et c'est ce qu'on demande, hein. Donc, l'initiation. Eh bien, déjà, la recherche. La recherche, cibler la recherche, parce que parfois on cherche à gauche et à droite. Non, la recherche, il faut donc définir la recherche, l'objectif et le poste qui a été visé. Préparer, vous l'avez dit, avoir cette confiance en soi, comment faire bonne impression. Parce qu'il y a pas mal de recruteurs, il est plus intéressé les skills que sur les techniques. Si je fais un entretien avec le RH, en premier, après avec le technique, je dois préparer pour chaque type d'interlocuteur euh, c'est-à-dire sa thématique, la planification. Vous l'avez dit dans le chat, le besoin. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que l'entreprise veut? Je dois bien lire l'offre. L'entreprise, qu'est-ce qu'il fait? Son site, ses filiales, les directeurs. Je cherche mon LinkedIn. Sur mon LinkedIn, je vois est-ce que j'ai des connexions avec cette entreprise? Peut-être ça va m'aider. Et si je dois décomposer, qu'est-ce que je vais faire, hein? Et si dans planifier cet entretien, je dois prendre un stylo, une feuille blanche, et ben, et je vais faire chaque chose. Mon CV, lecture, analyse, vérifier les fautes d'orthographe, comme a dit Sechraoui, vérifier est-ce que tout ce qui est écrit dans le CV, je le fais, je le maîtrise. Parce que pas mal de fois, les recruteurs, ils vont tiquer sur ça. Analyser l'offre. Est-ce que mon poste
il répond à cette offre. Adapter son CV, ça aussi c'est intéressant, hein. Le fait de, moi je postule pour un poste en qualité, mon CV il est plutôt sur la production, je dois m'adapter un petit peu la qualité en relevant, en faisant sortir ce qui est de la qualité. Réviser les compétences techniques. Ben, parfois, vous allez avoir un entretien avec quelqu'un qui est spécialiste dans le technique, et il va vous poser des questions, s'entraîner à parler de soi aussi, à se vendre, choisir la tenue, organiser le trajet. Si Shirawi en a parlé, organiser le trajet parce qu'il y a des risques. Il faut arriver à l'heure. Toujours la gestion de risque est importante, hein. Nous avons aujourd'hui, vous avez la technologie, je fais mon itinéraire, j'essaie d'arriver un petit peu avant. Bien sûr, je ne vais pas arriver 1 heure avant, mais je vais arriver, par exemple, un quart avant, 10 minutes avant, mais pas 10 minutes après. Toujours, c'est moi qui, parfois, rappelle le recruteur il faut simuler l'entretien parfois. Maintenant, il y a même des simulateurs d'entretien, mais parfois on peut aller jusqu'à avoir des mentors. Et le but de ce webinaire est ça, hein, c'est avoir, vous avez une opportunité devant vous, vous avez des coachs, vous avez des gens du ressources humaines qui peuvent vous aider. Et toujours penser, hein, à la logistique. Parce que malheureusement, parfois, avec les circuits, le transport, on peut avoir des surprises. Avoir une petite checklist. Est-ce que les objectifs sont clairs? Est-ce que le poste et l'entreprise, pour moi, sont clairs? N'ayez pas le sentiment d'être surpris par une question par rapport qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que vous connaissez de l'entreprise? Est-ce que vous connaissez nos filiales? Est-ce que vous connaissez notre spécialité? Et aussi, penser à la tenue. Moi, je laisserai peut-être les gens plus de ressources humaines parler de cet aspect-là, comment se comporter avec tout ce qui est vestimentaire, savoir répondre, savoir être zen dans les réponses et aussi qu'est-ce que je vais faire après, préparer aussi des questions. La puissance de la communication. Pas mal de recruteurs. Moi, j'ai fait aussi des recrutements dans mes postes que j'avais quand j'étais directeur achat logistique. Et en fait, il y avait un aspect qui revient toujours, c'est l'aspect communication, les soft skills. Est-ce que la personne, il est là, il est présent avec vous, il est sincère, il est présent, il maîtrise, il sait ce qu'il veut. Ça aussi, c'est important. Le gestuel, le vestimentaire, la façon de parler, le temps de parler, tout ça, c'est important dans la planification et dans la préparation. Le jour J, être à l'heure, euh, avoir une bonne posture. Parfois, on va vous demander, on va vous provoquer, le terme est là, je l'ai entendu 2 fois, mais ça existe, hein, il faut se préparer. Parfois, il faut être présent, il ne faut pas être surpris. Des questions qui gèrent, en fait, qui veulent voir votre niveau de, 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 de préparation. Est-ce que vous êtes zen? Et si vous avez des expériences, si vous avez des choses concrètes sur votre expérience, vos stages, vos expériences professionnelles, eh bien, les choses concrètes, ils sont plus des points qui sont puissants dans l'argumentation. Ne jamais aller à un entretien sans avoir préparé au moins quelques questions. Question sur l'entreprise, parce que pas mal de fois, le recruteur, il vous dit, est-ce que vous avez des questions? Ben, il faut préparer ça se planifie, ça se prépare. Après, durant l'entretien, il faut noter, avoir un stylo, une feuille, noter, montrer au recruteur que vous êtes intéressé et vous montrer que ce que vous avez fait, par exemple, ce qui est bien ou les choses, les points forts, les points faibles, les choses que vous avez hésité à dire, les choses que vous avez mal dit,
Après, il faut aller de l'avant dans le suivi. Et le suivi ne s'arrête pas ici, ça, il va même dans la phase, la dernière phase, c'est une fois vous avez fait votre entretien, après c'est-à-dire le lendemain, faites un remerciement. Parfois, il faut rappeler, et Madame Yasmine l'a rappelé tout à l'heure, parfois et c'est un point d'intérêt, hein, le recruteur, quand il voit que vous lui avez un email, ça fait une différenciation par rapport aux autres. Et, euh, et toujours, il faut être prêt. Parfois, on va redemander un autre entretien, ou bien c'est un nouveau entretien dans une autre. Donc ça, c'est intéressant. Vous m'excusez, j'ai pris un peu plus de temps, mais j'ai essayé de synthétiser, hein, le mode entretien comme un projet qui va vous faire gagner de la confiance parce que vous allez être prêt et aussi, vous allez montrer que vous êtes professionnel. Vous avez pratiqué du projet, vous avez préparé, vous avez planifié, vous avez fait une checklist, vous avez demandé, vous avez cherché. Donc, vous avez travaillé. Et c'est vous le chef de projet de votre réussite d'entretien. Donc, ça, c'est des étapes qui sont vraiment euh, euh, on va dire, synthétique pour réussir votre projet. Et je souhaite à toutes les personnes présentes avec nous aujourd'hui une bonne réussite de leur prochain entretien. Avec Si Shirawi et son équipe, vraiment, ça c'est un bon travail de coach et de mentorat. N'hésitez pas à Donc, je vous remercie et je remercie Si Shirawi ainsi que l'équipe. Merci beaucoup, Sir Khalid. Merci beaucoup pour cette intervention qui est très, très intéressante et quelque part, c'est pas évident de faire de telles interventions pour pouvoir mettre le parallèle entre gestion de projet, comme on le connaît, avec un projet qui est personnel, qui est très important. Aujourd'hui, la vraie question, c'est que tout le monde qui sont dans ce webinaire, il attend des choses qui sont concrètes pour que demain, s'ils partent, ils doivent décrocher un entretien. Et depuis c'est-à-dire depuis le démarrage, on parlait de préparation, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais concrètement, comment on doit agir et comment on doit faire. Et pour répondre à cette question, je laisse la parole à Madame Salima Mrazli. Et moi, je vais dire un petit mot avant l'intervention de Madame Salima Mrazli. Vraiment, euh, je connais les livrables de Madame Salima Mrazli à travers des personnes qui sont dans l'école centrale de Casablanca et qui sont avec moi pour des PFE. Et à travers la qualité de ces personnes, on sait, c'est-à-dire le travail qui est fait derrière. Donc, on compte beaucoup sur toi, Madame Salima Mrazli, pour nous donner concrètement qu'est-ce qu'il faut faire pour aller décrocher un entretien. Et à vous la parole, Madame Salima Mrazli. Merci. Merci beaucoup. Tout d'abord, je vous remercie pour cette présentation. Et enfin, ça me touche vraiment et des témoignages reçus. Et je vous remercie également de m'avoir associé à cette initiative que je trouve très pertinente parce que justement un entretien est un projet dans le cadre de, voilà, un projet personnel et professionnel qui se prépare, qui se travaille et justement pour qu'on puisse le réussir. Alors, pour commencer, cette préparation-là qui est nécessaire par rapport au projet ou à l'entretien d'embauche est nécessaire pas uniquement au moment où on a envie de trouver euh, ce stage ou cette opportunité. C'est un travail qui démarre bien avant. Un travail avec soi, un travail de valorisation de ses compétences, de connaissance de soi, et l'idée d'être totalement aligné avec ce qu'on est, ce qu'on recherche, ce qu'on a envie de faire, et forcément cette préparation devient plus facile. Mais si on démarre en étant nous-mêmes perdus, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, dans le cadre de Centrale Casablanca, l'école centrale Casablanca, nous avons dans le cadre de ces ADPL-là, les ateliers de développement personnel et de leadership,
un cycle disons, d'ateliers qui prépare justement les élèves ingénieurs à intégrer le monde du travail avec un peu plus de confiance. Ça commence par une connaissance de soi et là souvent dans c'est-à-dire dans le stress, le quotidien, la pression de ce que les élèves ou les personnes qui sont exposées à ce genre d'expérience, ils sont pris dans le quotidien et du coup on a souvent on nous met souvent de nous poser avec nous-mêmes, faire le point, ce sur quoi on va avancer, ce que nous maîtrisons, ce qui est à améliorer, ce qui présente des difficultés pour nous. D'autant plus qu'aujourd'hui, on vit dans une ère de changement continu et du coup, on est obligé de se remettre à jour assez souvent, assez fréquemment et de s'adapter aux nouveaux contextes. On sait bien aussi que dans le cadre justement de cet entretien, il y a un volet important qui est la prise de parole ou la communication. D'ailleurs, ça a été suffisamment souligné. C'est important aussi d'avoir cette maîtrise-là, cette capacité à transmettre ses idées de manière claire, précise et surtout convaincante. Parce que l'objectif en allant à un entretien, c'est de laisser un impact positif qui pourrait justement favoriser une réponse positive de la part de notre interlocuteur. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier dans le cadre de cette préparation-là aussi, c'est la valorisation de tout ce qu'on a pu faire ou d'un potentiel quand on n'a pas énormément d'expérience, à savoir les points forts ou les compétences dont on maîtrise, les réalisations, mais aussi une certaine manière aussi d'affirmer ça et de le présenter. C'est ce qui fait toute la différence. Et du coup, travailler, c'est-à-dire préparer un entretien, c'est pratiquement un travail en continu. Vous avez cité aussi quelques détails qui sont importants, à savoir être à l'heure, la tenue, et à défaut voilà, de connaître la culture d'entreprise ou de pouvoir, c'est-à-dire de l'interne, autant aller avec une tenue relativement correcte, classique qui fait plus ou moins l'unanimité jusqu'à ce qu'on sache à quoi s'en tenir, peut-être en étant recruté où on connaît plus la culture en interne, ce qui est permis, ce qui est de l'ordre de l'acceptable ou pas. Alors c'était ça et il y avait un troisième point peut-être que j'essaie de retrouver. Je, 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 je voulais souligner aussi l'aspect comportemental, très important. C'est vrai qu'on est recruté pour certaines compétences techniques, mais il est important de valoriser aussi ces compétences comportementales qui font la différence parce qu'au final, on travaille avec des êtres humains et c'est tout en travaillant en équipe et c'est important de pouvoir compter sur des personnes, vous l'avez cité, on parle de l'aide et de netness, c'est aussi une manière de valoriser enfin, ces compétences humaines qui sont nécessaires à une bonne harmonie au sein voilà, au sein de l'entreprise. Et enfin, je voulais aussi souligner une dernière compétence qui me semble très intéressante et importante, quelles que soient les conditions, c'est l'adaptabilité. On s'adapte à son interlocuteur, on s'adapte à l'entreprise à laquelle on postule, on se renseigne dessus. Si on parle à un RH, ben, il y a une terminologie et des éléments à faire valoir. Si on parle à la personne avec laquelle on va travailler, ben, peut-être c'est des compétences techniques à ce moment-là qu'il faut mettre en avant. Et puis, quelle empreinte ou quel apport on a ou on apportera à cette entreprise-là. C'est des éléments justement à faire valoir. Il faut donner le meilleur de soi. On a quelques minutes pour justement d'abord communiquer, ensuite convaincre et laisser la meilleure impression qui soit. Merci beaucoup, Salima. Oui. C'est très riche, très intéressant. C'est sûr que dans ce programme, personnellement, je vais te solliciter fréquemment pour continuer parce que nous avons un programme pour ces jeunes et normalement avec ces jeunes. Comme j'ai dit au départ, donc l'intelligence artificielle, elle est avec nous au quotidien et même euh,
les RH, la partie recrutement et tout ça. Donc, il y a cette intelligence artificielle. Est-ce que il va nous aider, il va nous remplacer? Donc, c'est ce qu'on va voir avec Yasser Cheraoui, donc ingénieur informatique. Et aujourd'hui, il est en activité dans le secteur bancaire à Paris. À toi la parole, Yasser. Merci beaucoup, Monsieur Chirac, pour la présentation. Et donc, comme vous avez mentionné, effectivement, dans l'histoire humaine, on a vu qu'on a vécu plusieurs révolutions. Il y a la création de la machine à vapeur, la découverte de l'électricité, la révolution industrielle. Et maintenant, on est témoin d'une nouvelle révolution qui va venir nous aider à se libérer des tâches non pas physiques répétitives, mais cognitives répétitives. Et dans le processus de recrutement, on aura bien sûr des tâches, beaucoup de tâches qui sont répétitives, et que l'intelligence artificielle sera au cœur de ce processus et va nous aider à développer ce processus pour trois résultats. Être très précis et efficace, être rapide, et le plus important, c'est être juste. Parce qu'en fin de compte, le processus de recrutement, on tranche entre des humains. Donc le premier critère, c'est qu'il faut être juste. Il faut savoir déjà que dans le processus de recrutement ici en France, la plupart des boîtes, et quasi la totalité des boîtes, ont déjà un système qui s'appelle l'ATS, Applicant Tracking System. C'est un outil de suivi et d'organisation de CV en triant les CV avec les mots-clés, et aussi un outil de automatisation de partage des offres d'emploi et aussi aux envois de mails, soit d'acceptation et au passage à l'étape suivante du processus, ou de refus aussi. Mais le problème où l'intelligence artificielle va développer ce processus, c'est que dans la détection avec les mots-clés dans un CV avec ce système, c'est c'est un processus qui est brut. Donc, par exemple, dans mon domaine, qui est l'informatique, si un manager cherche un développeur full stack, les RH ne sauront pas, parce que ce n'est pas leur métier, mais peut-être ils ne sauront pas que ce que veut dire full stack. C'est que c'est un développeur qui peut gérer le back-end, le front-end et la base de données. Peut-être un de nos candidats, il a une mission où il gérait du back-end, une autre mission où il gérait du front-end, et entre les deux, il a pu jongler un peu avec des outils de base de données. Donc, avec le système qu'on a pour l'instant, on pourra zapper ce profil et qui est adéquat à notre besoin, mais que le fait d'avoir beaucoup de CV qu'on ne peut pas trier manuellement ni avec cet ATS va nous faire passer ce profil qui peut être adéquat. Donc, l'intelligence artificielle va venir pour faire ce qu'on appelle un matching intelligent. Donc, on n'a même pas besoin d'avoir le mot tel quel développeur full stack, mais juste avec les compétences qu'on voit, avec les technologies qu'on arrive à utiliser, les langages, les logiciels qu'on arrive à utiliser, on va savoir si, suivant notre fiche de poste, est-ce que ce candidat a déjà les aptitudes initiales pour pouvoir passer à l'entretien humain. Ce processus nous fait non seulement un gain de temps colossal pour les recruteurs, parce qu'ils peuvent filtrer un grand volume de candidatures et montrer les plus qualifiés, et aussi on va être plus précis. Et le plus important pour moi dans ce processus, c'est qu'on minimise tous les préjugés liés à quelle que soit l'origine, le genre, l'âge, l'école d'où on vient, qui peuvent transparaître indirectement dans un CV, ce qui est humain, mais avec l'intelligence artificielle, cela ne sera pas le cas parce qu'on sera 100% sur des données et sur de la logique. Disons que ce candidat a décroché son premier entretien. La première des choses, c'est qu'il doit préparer tout le monde, tous les intervenants en parlaient, ont souligné la préparation. Et on a souligné aussi de pouvoir faire des simulations et des préparations. Donc, pour moi, une préparation avec de l'intelligence artificielle, c'est sur deux points. La première des choses, c'est utiliser l'intelligence artificielle pour pousser nos objectifs et ne pas se retrouver comme avec les premières utilisations de la calculatrice à faire 2 plus 2 égale à 4. Nous, on sait déjà faire ça. On doit utiliser ces nouvelles technologies pour pousser notre pensée et nos objectifs. Donc, la première des choses,
c'est essayer de mettre en lumière les similarités entre notre CV et la fiche de poste. Parce que l'intelligence artificielle ne va pas juste voir une similitude de mots ou bien de mission, mais elle va voir des, des développements potentiels sur certaines technologies. Parce que, par exemple, nous, en tant que candidat, si on maîtrise la technologie X, et le recruteur, il demande une technologie Y. Et nous, on ne sait pas pourquoi on est choisi pour l'entretien, parce qu'on n'a pas cette technologie elle-même dans notre CV. Mais l'intelligence artificielle va vous montrer que il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux skills. Par exemple, si quelqu'un il excelle, il parle bien, très bien anglais, portugais, et tu lui demandes, est-ce que tu peux parler brésilien? S'il n'a pas l'information que le brésilien, c'est juste un anglais avec c'est un portugais avec quelques différences, il ne va jamais savoir qu'est-ce qu'il doit mettre en avant comme skill pour le recruteur. Cela va donner un gain de temps pour les deux parties parce que le candidat va savoir mettre en avant les qualités recherchées et le recruteur aussi va avoir facilement et va détecter facilement ce qu'il y a besoin de ce candidat. Et après, on pourra simuler avoir un feedback intelligent de l'intelligence artificielle avec des questions qui seront pas un script systématique, mais qui seront adéquates selon ta réponse. Et aussi, il y a des outils qui vont nous permettre même avec une caméra et un micro, l'intelligence artificielle va gérer et va analyser notre gestuelle, notre ton de voix, si on répète un mot, par exemple, si on a un tic dans notre discours, et tout cela peut être remédié avant l'entretien, ce qui va vous mettre en confiance dans votre prestation. Et du coup, l'intelligence artificielle sera alliée des deux côtés, donc même du recruteur. Donc, première des choses, le recruteur pourra utiliser un premier entretien après la détection du CV. Si, par exemple, le candidat n'a pas eu l'aide nécessaire pour avoir un très bon CV, il a une autre chance, c'est d'avoir une interview avec des chatbots conversationnels ou de faire une vidéo que l'intelligence artificielle va analyser et on va avoir des questions qui sont pourquoi vous êtes intéressé par ce poste, décrivez votre expérience, votre dernière expérience, les disponibilités, par exemple, si on est en stage ou en alternance. Les bénéfices, c'est que là, on est sûr qu'on a donné une première chance avec le CV, une deuxième chance pour filtrer tous les candidats qui ne seront pas qualifiés à ce poste et transmettre aux recruteurs humains que les profils les plus pertinents. Et cela représente bien sûr des économies de temps et de coûts très considérables. Deuxièmement, on peut faire des entretiens adaptatifs avec des scripts de questions dynamiques. Comment ça marche? On peut avoir une liste de questions et on peut faire un script. Mais quel que soit le temps qu'on peut consacrer à cela, les possibilités seront très, très limitées. Mais avec l'intelligence artificielle, on pourra, par exemple, après une question sur est-ce que vous avez une expérience dans le leadership? Et la réponse du candidat, c'est oui. J'ai déjà géré une équipe de 5 personnes. La prochaine question sera, et comment vous avez géré le conflit au sein de cette équipe? Mais si il n'a eu aucune expérience en gestion d'équipe, la prochaine question sera, par exemple, et comment vous trouvez le travail en groupe et comment vous pouvez progresser au sein d'un groupe pour pouvoir savoir à partir de ce compliment, de ce candidat, d'autres qualités. Et cette approche dynamique va rendre l'entretien plus personnalisé et plus pertinent, et tout cela dans un but de venir à l'entretien humain et tirer profit au maximum, surtout pour le recruteur. Parce que dans ce cas où on a un filtre très précis et plusieurs filtres très précis comme cela, je pense avoir en fin de compte 3 ou 4 entretiens humains seront d'un grand profit et le recruteur aura besoin, aura plus de difficultés à choisir le candidat adéquat parce qu'ils seront tous bons et ils seront tous adéquats au poste. Et l'avenir de l'intelligence artificielle avec le recrutement, est-ce que on pense que l'intelligence artificielle va un jour
remplacer le recruteur. Parce que là, l'intelligence artificielle n'est pas, oui, ça a été, entre guillemets, vulgarisé avec ton chat GPT, avec chat GPT et tout, mais l'intelligence artificielle, c'est une technologie qui a commencé depuis longtemps. Et nous, pour l'instant, on passe d'une intelligence artificielle expérimentale à une intelligence artificielle stratégique. C'est quoi la différence? C'est que la première, comme on a dit, elle enlève les tâches cognitives répétitives, mais l'intelligence artificielle stratégique, elle permet à l'aide à la décision. Et pourquoi pas prendre la décision. Mais est-ce que dans un processus de recrutement, cela va être adéquat? Parce qu'en fin de compte, comme on a dit, comme j'ai dit au début, c'est un processus humain. Donc, est-ce que enlever l'humain de ce processus ce sera possible d'ici les années à venir? Et l'avenir aussi du recrutement, avec l'intelligence artificielle, c'est pouvoir de faire du sourcing proactif et pouvoir, avec des agents d'intelligence artificielle, faire, faire plus de travail pour pouvoir chercher tous les candidats, même s'ils ne sont pas en cours de recherche active d'emploi ou de nouveaux emplois. Et en guise de conclusion, moi je pense que, comme j'ai dit au début, puisqu'on est conscient et on est témoin qu'on est en train de vivre une nouvelle révolution, il faut, il faut faire face à cette révolution, pas avec réticence et pas avec refuser le changement, mais essayer de se familiariser avec, d'apprendre comment l'utiliser et la gérer, parce que d'ici quelques années, si on ne sait pas comment utiliser et gérer l'intelligence artificielle, on pourra être considéré comme, c'est un peu exagéré, mais on pourra être comme analphabète. Donc, moi, de mon côté, de mon point de vue, comme informaticien, je vous sollicite tous à se pencher sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, pas que sur ce processus de recrutement, mais sur toutes vos missions et toutes vos tâches, parce que c'est l'avenir de l'humain. Et je laisse la parole à M. Chiraoui Merci, pour merci conclure. Yassir. Merci Yassir pour ton intervention. Et moi, je vais demander à tous les présents, s'ils ont besoin d'informations sur l'intelligence artificielle, de solliciter Yassir. Donc, en conclusion, donc, si je veux conclure, Yassir, c'est ce que l'intelligence artificielle, on doit composer avec elle. Et encore une fois, il y a deux termes qui ont été, un terme qui a été cité par c'est Sabori, un terme qui a été cité par Madame Mrazli, c'est l'agilité et l'adaptabilité. Donc, il faut être agile, il faut s'adapter avec les outils, l'environnement et la technologie qu'on a aujourd'hui. Donc, maintenant, composer avec l'intelligence artificielle, c'est une certitude. Préparer ton entretien tout en prenant en considération l'intelligence artificielle, ce que offre l'intelligence artificielle, comment l'intelligence artificielle il fonctionne sur les CV, sur les entretiens, l'utiliser pour vraiment pour comme tu as dit Yassir, donc pour les gestuels, pour voir est-ce que tu vas répondre les questions, etc. Donc il faut l'utiliser euh, pour qu'il soit avec toi et pour qu'il ne soit pas contre toi. Euh, on va ouvrir c'est-à-dire les questions, si vous avez des questions. Mais d'ouvrir les questions, aujourd'hui, un entretien, comme j'ai dit, donc il y a le recruteur et il y a le candidat. Il y a un rapport de force. Et ce rapport de force, il est toujours en faveur du recruteur. Et c'est faux. Aujourd'hui, si tous, et moi personnellement seul, je ne peux rien faire, Sabori ne peut rien faire, personne ne peut rien faire seul. Mais c'est nous tous. On va être unis, on va travailler ensemble, chacun de son côté. Voilà, chacun, il doit apporter sa valeur ajoutée en tant que coach, en tant que DRH, en tant que expert dans les projets, dans l'intelligence artificielle. Je pense qu'on peut renverser la tendance. Le plus important, c'est faire le maximum, bien préparer ton entretien, faire le maximum, travailler, travailler. Et si jamais le résultat il est non, donc sûrement, même que tu as
وغادي تجي اللي غتجي من موراها غادي تكون حسن ان شاء الله. Donc sur ce, donc je vous dis merci et si vous avez des questions, allez-y, il faut pas hésiter. Oui, il y a des questions au chat. Bonsoir. Bonsoir. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Premièrement, merci pour la qualité d'organisation de ce webinaire et les informations qui ont été très riches. Merci à vous, Cheraoui, Madame Malika Izid, pour cette initiative. Euh, Moi, premièrement, j'ai eu l'occasion d'être j'ai eu le privilège d'être dans la même entreprise à un certain moment avec M. Charavi. J'ai vu le lien d'inscription sur LinkedIn et je n'ai pas hésité voilà, à participer, même si actuellement, moi, soi-disant, je suis dans des dizaines d'années d'expérience, mais nous sommes amenés, comme il a été dit par Madame Salima Mrazli et les autres intervenants, nous sommes amenés à faire des changements et des entretiens au fur et à mesure. Parfois, au sein de l'entreprise et parfois en changeant carrément soit l'entreprise, soit le secteur d'activité, soit même la dimension du poste. Moi, ma question est par rapport, je ne sais pas, après Covid, il y avait plusieurs changements. Il y avait une réticence, soi-disant, en termes de recrutement. Moi, j'ai senti ça. J'ai passé pas mal d'entretiens. Je suis passé par pratiquement 3 ou 4 multinationales. Et après Covid, sincèrement, les processus de recrutement sont changés. Et aujourd'hui, lorsque vous posez la question sur les ressources, les gens, les DRH, ils vous disent elles ont beaucoup de difficultés à décrocher des bons profils. Et lorsque vous posez la question sur les profils ou sur les candidats, les chercheurs, ils disent que voilà, les opportunités, elles sont là, mais on n'arrive pas à décrocher facilement le poste. Euh, Parfois, l'entreprise, lorsqu'elle est face à un CV, euh, je parle sur moi-même, j'ai passé par plusieurs expériences. Il y a l'objection que Tégolé, vous avez passé au bout de, par exemple, 8 ans par 3 entreprises. Donc, ça se voit que vous êtes volatile et nous avons une réticence par rapport à votre profil. Peut-être que vous allez passer avec nous 1 ou 2 années et par la suite, vous allez penser à changer. Je ne sais pas comment je sollicite vraiment votre expertise et votre expérience. À votre avis, comment on peut éventuellement faire face à ce genre d'objection ou bien ce genre de questions sincèrement, qui m'a été posée plusieurs fois par plusieurs recruteurs et comment avoir euh, une réponse en valorisant le profil, tout en bien sûr respectant aussi le constat du recruteur. Et merci encore une fois, Monsieur Cheraoui, pour cette opportunité et les organisateurs. مرحبا مرحبا مرحبا. Madame Razli, tu veux répondre à la question ou bien je réponds? Oui, je veux bien. Oui. Alors, merci pour cette question. Alors, oui, souvent, le fait d'avoir bougé pas mal dans un CV peut être sujet à ce genre de remarques, à savoir la volatilité ou l'instabilité dans le cadre de l'entreprise enfin, par rapport à l'entreprise qui recrute. Maintenant, moi, j'estime que tout est dans la manière aussi d'expliquer cela ou de valoriser sa motivation par rapport à ces mouvements-là ou ces décisions prises au moment T. Si on inscrit ça dans un projet personnel, c'est-à-dire par rapport à vos exigences d'apprentissage, d'évolution, etc., et vous l'expliquez à ce recruteur-là avec des éléments valables, le fait que vous ayez fait le tour du poste et que d'autres opportunités ne s'offraient pas à vous ou que l'entreprise ne considérait pas votre besoin d'évoluer vers autre chose.
est un argument valable. Le fait aussi de dire que dans le cadre de mon projet personnel et professionnel, mon objectif était d'arriver à telle chose dans 10 ans. Ça montre aussi une manière de se projeter dans l'avenir, de s'inscrire dans le cadre d'un projet qui est beaucoup plus grand que celui de justement travailler et avoir une rémunération en contrepartie. Mais tout est dans la manière ou dans la manière de justifier cela de manière logique et valable vis-à-vis du recruteur à telle enseigne que lui-même peut comprendre que cette décision soit pratiquement euh, pas uniquement valable, mais justifiée par rapport à vos objectifs, parce qu'il faut un alignement entre vos besoins à vous, vos objectifs, etc., et ceux de l'entreprise. Et peut-être souligner aussi que le fait que ces départs-là se sont faits dans les meilleures conditions possibles, parce que vous avez estimé avoir apporté ce que vous jugez utile pour cette entreprise-là, et une fois que voilà, vous ne voyez plus votre apport, vous expliquez ça comme ça, à ce moment-là, on se retire pour aller faire d'autres expériences, acquérir plus peut-être, de d'expérience ou de compétences dans un domaine donné. Et là, j'ai l'impression que de nos jours, c'est un peu plus acceptable parce qu'avec tous ces changements, on est exposé à pas mal de, disons, d'impératifs. De tentations aussi, les sujets changent, l'avènement de l'IA, des choses comme ça. Donc, quelque part, on ne peut pas reprocher à une personne d'avoir des raisons valables voilà, de choisir d'aller ailleurs ou de se développer ailleurs. C'est juste qu'il faut que ça soit un peu raisonnable. On ne peut pas bouger au bout de chaque 6 mois ou chaque un an. En 3 ans, en 5 ans, peut-être on a fait le tour. On arrive un peu à saturation par rapport à nos apprentissages à nous personnels et on a le droit voilà, de partir ailleurs pourvu que ça se fasse dans les règles de l'art et voilà, en totale, disons, harmonie avec l'entreprise. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question ou Super, en super, bien, partie. bien noté, bien noté. Merci pour les éclaircissements. Merci C'est très Selima. clair. En complément, moi, ce point m'a été remonté par des DRH. Ils ont fait la nuance entre un junior et un senior. Ils m'ont dit que normalement, s'il s'agit d'un junior, c'est-à-dire c'est pas un junior, c'est-à-dire un junior qui va commencer, il va débuter sa carrière. Et normalement, donc il fait dans le CV, il y a 2 ans, 2 ans, 3 ans, 2 ans. C'est pas acceptable, donc ça montre l'instabilité. Et normalement, ce profil, il a un problème. Par contre, pour une personne il a passé par exemple 6 ans ou bien 7 ans dans un poste et par la suite, il a commencé à changer, ça, voilà, donc il est vu d'une façon valorisée. C'est pas la même chose. Et comment tu peux expliquer ça? C'est juste pour dire que normalement, moi, j'ai pris une expérience, j'ai pris une expertise et par la suite, aujourd'hui, moi, je travaille sur des projets et lorsque je ne trouve pas des projets, comme a dit Salima, donc si je ne trouve pas des projets qui sont challengeants, donc je change de société. Autre chose, c'est qu'aujourd'hui, ça dépend. Est-ce que c'est toi qui as postulé pour le poste ou bien on t'a sollicité pour un poste? C'est-à-dire que normalement, c'est la société qui a fait appel à tes compétences. Donc tout ça, normalement, c'est cas par cas. Donc vraiment, c'est cas par cas, mais les principes pour gérer ces cas, donc voilà, donc ils sont identiques. Un deuxième point, tu as parlé de Covid. Effectivement, Covid, la crise de Covid, il a fait beaucoup de changements. Et normalement, il y a certaines entreprises ou bien certains métiers, voilà, qui n'ont pas montré cette robustesse ou bien cette agilité, donc ils sont disparus. Donc il y a plusieurs métiers. Et il y a des métiers qui ont émergé, et surtout pour toute la partie informatique. Aujourd'hui, c'est très rare de trouver des consultants, des personnes voilà, qui travaillent dans le domaine informatique. Ils sont très rares. Et s'il y a des compétences, donc voilà, donc déjà, ils partent à l'étranger. Effectivement, il y a d'un côté, tu entends qu'il y a le chômage, il y a beaucoup de chômage. D'un autre côté, il y a les candidats qui te disent on trouve pas les profils, on ne trouve pas les compétences. Effectivement, donc, parce que les recruteurs, ils ont besoin de certains profils, que ces profils ne sont pas là, alors que pour les autres profils,
Il y a vraiment beaucoup de personnes. Maintenant, je pense les métiers aujourd'hui et les consultants en informatique, surtout dans les EFP, il y a toute la partie logistique, les personnes qui sont dans la logistique, ces personnes-là, donc voilà, donc il y a un manque au niveau du Maroc. Donc ça, c'est un complément par rapport à ce qu'a dit Salima. D'autres questions? J'ai vu une question, le chat, Fatem Zahra Al-Aziz. J'ai pas bien compris la question. Je tiens d'abord à remercier tous les intervenants. Petite question. Les recruteurs se rappellent parfois de certains candidats. Quelles sont les étapes à suivre pour être parmi ceux-là? Et merci. C'est-à-dire pour faire une bonne impression. C'est ça la question. Madame Ghazali, pour la question de Oasis. Oui. Euh, je n'ai pas très bien saisi la question. Est-ce Moi que vous aussi, pouvez donc. répéter? Pardon? La question, donc, il a dit, les recruteurs se rappellent parfois de certains candidats. Quelles sont les étapes à suivre pour être parmi ceux-là? Oui. Alors, généralement, quand on va à un entretien, l'objectif premier, c'est vrai que c'est de décrocher cet entretien d'embauche ou de poste. Mais il y a aussi un point qui est important, c'est faire bonne impression, c'est marquer cet interlocuteur-là. Et c'est là où intervient justement le phénomène d'adaptabilité qu'on retrouve dans la communication. Il faut être à l'écoute de son interlocuteur. Oui, vous venez passer un entretien, vous devez montrer un certain engagement, vous devez montrer aussi et démontrer quelles sont les compétences dont vous disposez et qui sont requises, par exemple, pour ce poste. Mais aussi, il faut rester à l'écoute de votre interlocuteur et de ses centres d'intérêt. Parce qu'un RH vous parlerez davantage de compétences transversales, quelqu'un qui est plus dans le technique va être plus intéressé par la dernière actualité de son domaine et voir un peu votre implication et voilà votre niveau de connaissance et de maîtrise par rapport à ça. L'idée est de rester à l'écoute de cet interlocuteur-là. Et si vous avez la possibilité de vous renseigner à l'avance sur éventuellement le positionnement de l'entreprise, les centres d'intérêt, ce qui pourrait avoir de l'importance, l'idée est justement de l'impressionner, mais dans le sens le marquer suffisamment positivement pour qu'il puisse se souvenir de vous et vous garder dans c'est-à-dire le top de ceux qu'il retiendrait pour ce poste-là. Et faire bonne impression, ça passe vraiment par beaucoup de détails, à compter de la manière avec laquelle vous vous introduisez au départ, votre confiance en vous, la manière avec laquelle vous vous parlez, comment vous abordez les sujets, comment vous abordez même les critiques qui peuvent vous être adressées, soit sur votre CV, sur votre parcours. Des fois, on essaie de vous mettre en difficulté pour voir comment vous réagissez par rapport à cela. Et pour moi, c'est vraiment un ensemble de choses qui font que vous faites bonne impression, comment vous répondez aussi aux choses que vous ne maîtrisez pas. Et on n'est pas censé tout savoir. Maintenant, c'est la manière avec laquelle vous gérez ces interactions-là avec cette personne qui font que, voilà, elle vous retient, et elle vous laissez une bonne impression et éventuellement, vous êtes parmi les personnes qualifiées et retenues pour cette offre d'emploi ou ce poste-là. Merci, Selima. Il y a une autre question de Fatem Est-ce Zahra. que j'ai Pardon? répondu à la question? Est-ce que j'ai répondu à la question? Pardon. Bon. Il y a une question de Fatem Zahra Idrissi. Comment peut-on candidater via LinkedIn, via le réseautage? Donc, par rapport à cette question, lors de mon enquête avec les DRH, il y a certaines personnes qui envoient des CV, mais il n'y a pas de réponse. Vous Hmm. savez pourquoi parfois? C'est juste parce que le recruteur, il va aller dans les réseaux sociaux de ce candidat, il va voir qu'est-ce qu'il va poster. Et sur la base de contenu, ce qu'il va poster, je ne sais pas, dans les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram, il ne va pas le convoquer carrément pour le recrutement. Il va pas accepter. Donc, les réseaux sociaux, ils sont très importants. Il faut savoir qu'est-ce qu'il faut poster. Maintenant, par exemple, via LinkedIn, il faut déjà commencer. C'est-à-dire,
l'approche, il doit être inversée. C'est-à-dire, il faut déjà commencer à poster sur LinkedIn, faire des posts qui sont positifs, ne pas parler des managers. Il ne doit pas y avoir des posts qui sont toxiques, malveillants. Il ne faut pas parler de ta société, il ne faut pas parler de ton manager, etc., négativement. Et par la suite, il y a une visibilité sur les réseaux sociaux. Et soyez sûr et certain qu'à un certain moment, ce sont les recruteurs qui vont venir pour, 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 pour t'embaucher. Et par la suite, donc vous pouvez directement envoyer voilà, donc des demandes. Moi, je reçois beaucoup de demandes qui sont spontanées, voilà, des candidats, que ce soit pour des PFE, que ce soit pour des embauches, etc. Moi, je les accepte. Je fais mon maximum, j'essaie voilà, donc de faire mon maximum. Donc, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. C'est pas, Salim, est-ce que tu as des choses à ajouter par rapport aux réseaux sociaux? Parce que c'est très important, les réseaux sociaux. Alors, oui, très bien. Alors, par rapport à ça, je rejoins ce qu'a dit Monsieur Chiraoui. D'ailleurs, il faut c'est-à-dire, imaginez que vous êtes une marque. Et on parle là de personal branding, c'est-à-dire vous essayez de promouvoir cette marque-là, qui est vous-même dans le marché du travail. Et à ce moment-là, c'est important, ce que vous postez, ben, ça dit beaucoup sur vous, sur vos centres d'intérêt, la manière avec laquelle vous postez. C'est pour ça qu'il est important d'avoir cette existence utile et impactante sur les réseaux sociaux, notamment professionnels, pour que le jour où vous postulez, vous contactez quelqu'un pour un poste, pour une information, il a suffisamment déjà en mémoire de choses positives sur vous, ou quand il va consulter, pour comprendre que vous êtes une personne sérieuse, impliquée dans le domaine X dans lequel vous voulez, c'est-à-dire dans lequel vous postulez, et montrer que vous avez une existence positive, pas toxique, c'est important. Monsieur Cheraoui l'a déjà souligné, mais une existence et un intérêt pour ce secteur d'activité, ce domaine, les innovations qui y sont faites, etc., pour que on vous prenne au sérieux et on considère voilà le sujet ou la demande. Peut-être c'est une demande enfin, quand vous postulez ou peut-être quand vous échangez, vous essayez aussi d'élargir votre réseau ou network. Donc voilà. Merci. Je pense qu'il y a Sabrine et Sheima qui veulent intervenir, c'est ça? Oui, oui, Bien. Bien. oui, c'est Sabrine. Donc, tout d'abord, merci beaucoup pour cette formation très, très enrichissante. C'est vraiment très apprécié. Ma question est la suivante. Par exemple, quand on est enfin, débutant, on va dire, on a commencé dans une entreprise donnée. Et au sein de cette entreprise, on a passé, on va dire, 2 à 3 ans. Et durant cette période, et au sein de la même entreprise, c'est-à-dire, on a passé d'un poste à un autre. Donc, on a pu acquérir, on va dire, 2, 3 expériences dans des postes différents. Et on est arrivé à un moment où on sait très bien ce qu'on veut faire et ce qu'on veut, c'est-à-dire diriger notre carrière par la suite. Donc, ma question, c'est comment mettre en valeur ces petites expériences lorsqu'on veut finalement c'est-à-dire passer un entretien dans une autre entreprise dans un domaine dans lequel, c'est-à-dire on a cette expérience. Donc, comment on va mettre en valeur ces expériences qu'on a eues durant cette période? Voilà. J'espère que j'étais claire. Non, très clair. Très bien, merci beaucoup. Madame Ghazali, Oui. vous voulez répondre ou bien je réponds? Oui, oui. Alors dans ce cadre-là, il y a deux choses à valoriser. D'abord, votre personne et les projets sur lesquels vous avez travaillé. Et l'une sert forcément l'autre. Donc, quelque part, quand vous avez fait pas mal c'est-à-dire vous avez évolué dans pas mal de postes, peut-être trouver aussi
le fil conducteur entre ces différentes évolutions, votre point de départ, ce que vous avez appris, quel était votre objectif initial, ce que vous avez pu apprendre, les défis auxquels vous avez dû faire face, les difficultés aussi. C'est un peu raconter l'expérience et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous en êtes là. C'est comme si vous racontiez à quelqu'un un voyage avec tout ce qu'il comprend en valorisant la manière avec laquelle vous avez géré, vous avez atteint l'objectif ou pas, vous avez fait face aux difficultés, aux contraintes, vous avez peut-être changé d'avis, vous vous êtes remis en question. Donc tout ça est important à faire valoir, c'est-à-dire montrer que voilà, vous avez été dans une expérience évolutive parce que la vie elle-même n'est pas une ligne droite. Donc le fait d'expliquer ça et valoriser vos interactions avec tout ce parcours-là et comment et qu'est-ce que ça vous a appris. Et peut-être là, par exemple, à titre d'exemple, ça m'a confirmé l'idée que je veux continuer dans ce domaine. Ou bien j'ai compris que ce qui m'intéressait davantage, c'est d'être en contact avec le client, à titre d'exemple. Mais sortir avec des enseignements de tout ce parcours-là, ce que vous avez appris, ce que vous gardez de cette expérience-là, ce que vous valorisez, et peut-être aussi souligner ce qui ne vous intéresse pas au premier degré. Peut-être vous avez la compétence de le faire, mais ce n'est pas ce qui vous intéresse le plus. Tout en étant bien sûr à l'écoute de votre interlocuteur et de ce qui serait plus convaincant vis-à-vis de lui dans le cadre de l'échange que vous êtes en train de mener. Et Je ne en sais pas complément, si j'ai répondu à votre pardon, question. Oui. Oui, oui, merci beaucoup. C'est vraiment très, très clair et c'est bien noté. Merci. en complément, Sabri, c'est que à un certain moment, puisque toi, tu veux évoluer dans l'entreprise là où tu travailles aujourd'hui, et Mhm. tu as fait un diplôme par la suite. Maintenant, il faut déjà voir le diplôme que tu as fait, est-ce qu'il va te donner des opportunités dans l'organisation? Donc déjà, je prends un exemple qui est très concret. Maintenant, tu es par exemple dans la finance et tu veux aller au marketing. Et peut-être Oui. dans le marketing, tu vises un poste dans lequel il y a une personne qu'on vient de recruter, il est encore jeune. Et dans votre Mhm. organisation, il n'y a pas beaucoup de possibilités, il n'y a pas cette culture d'évolution, etc., etc. Donc déjà, lorsqu'on est dans une structure et on veut faire des diplômes, donc il faut prendre en considération l'environnement de l'entreprise, sauf si on veut faire quelque chose. Moi, parce que je suis intéressé par le marketing, je vais faire des études marketing pour changer carrément, que ce soit dans l'organisation dans laquelle je travaille aujourd'hui ou bien dans une autre organisation, peu importe. C'est pas l'organisation qui va être importante pour moi, mais c'est le métier que je veux faire demain. Donc, déjà ça, et c'est ça ce qu'on parle de, c'est un projet qu'il faut voir. Maintenant, à un certain moment, changer les entreprises, c'est pas évident parce que, bah, comme j'ai dit dans un post LinkedIn, changer une entreprise, c'est pas que le salaire. L'équation, Juste. l'équation, il y a plusieurs inconnus. Il y a la notoriété dans l'entreprise. Parce que si tu vas changer même, si on va te donner 30 à 40% d'augmentation de salaire, tu dois recommencer dès le départ. Est-ce que les gens ils vont t'accepter, Mhm. ils vont pas t'accepter? Est-ce que c'est loin de ta maison, c'est pas loin de domicile? Etc. Donc, il y a plusieurs paramètres qu'il faut les prendre en considération. Le bien-être dans l'entreprise, vous avez le droit de dire non, etc. Donc, il y a plusieurs paramètres qu'il faut prendre en considération. Et c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment prendre le chemin. Par contre, si Oui. tu dis, moi, je veux faire le marketing, tu traces, tu fais le marketing, tu fais ta formation et tu vas voir d'autres entreprises, comme a dit Salima. Donc, il faut préparer, donc il faut avoir un objectif qui est clair, c'est-à-dire prendre les décisions, prendre le Oui. risque, un risque qui doit être calculé et tu fonces au giro là, tu sais. Tout à fait. Donc, Sheima, Merci beaucoup. Sheima, je pense. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Déjà, merci pour ce webinaire de qualité, pour les interventions aussi enrichissantes et inspirantes. En fait, moi, j'ai deux questions. La première, c'est que parfois, pendant un entretien, on bloque d'un coup. On est en situation de bug sans vraiment savoir pourquoi. On a beau être préparé, quelque chose nous fige et puis on ne sait pas comment gérer la situation. Bah, ma deuxième question, c'est que, comme vous l'avez mentionné, Monsieur Cheraoui, il arrive parfois que l'on intègre une entreprise par le biais d'un stage.
Et puis, comment on peut faire lors d'un entretien pour convaincre l'entreprise pour nous retenir par la suite? Très bien. Oui, à vous, Salim. Ok. Alors, par rapport à la première question, ça nous arrive d'avoir un blocage en plein discours. Ça arrive aussi dans le cadre de la prise de parole en public. Et là, on sait très bien aussi que c'est une prise de parole. Des fois, il faut juste peut-être le reconnaître, faire un peu disons, de l'autodérision et dire que j'ai un peu de stress en ce moment et voilà, et impliquer l'autre personne avec vous dans un état de stress qui est totalement, j'ai quelque chose qui me, parce qu'on est au Bouskoura, il y a pas mal voilà, d'insectes pendant cette période-là. Et du coup, vous impliquez votre interlocuteur et vous montrez une certaine, disons, transparence par rapport à votre état de stress. Et peut-être ça va vous passer. Le fait aussi de le reconnaître est important. Donc, si vous perdez le fil, et ça nous arrive tous à un moment donné, quand voilà, oui, je perds un peu mes mots, est-ce que je peux prendre un moment et voilà, et vous reprenez. L'essentiel, c'est de reprendre. Ça peut arriver, un petit blocage, on perd ses mots, on essaie de se rattraper, mais l'essentiel, c'est de ne pas laisser un blanc trop longtemps, trop lent, inutile. Oui. L'idée est de se reprendre un peu rapidement et essayer de ne pas trop insister sur ce blocage-là. Ça vient, mais on passe dessus rapidement avec le sourire et on reprend. OK? Alors, ça, c'est pour la première question. Question, le blocage. Et oui, Pour la deuxième question, donc voilà, donc il y a une personne, elle est en stage, et par la suite, voilà, il doit passer un mhm. entretien d'embauche, mais dans la même entreprise. Donc, comment il faut faire pour passer cet entretien d'embauche? Je pense que c'est ça la question. Oui, Attends, oui, c'est pas oui. donc. Alors pour la deuxième, moi je pense que quelque part, si on est dans une entreprise dans laquelle on passe un stage, on se sent bien, on a envie de rester, ben, il faut faire ses preuves. De manière à ce que le jour où cette possibilité se présente de recruter quelqu'un, vous êtes la première personne à laquelle on va penser. Pourquoi? Parce que vous remplissez pratiquement toutes les conditions en termes, disons, objectifs, c'est-à-dire le diplôme, peut-être les compétences techniques, etc., mais aussi les compétences transversales. Toutes les personnes qui ont travaillé avec vous vont dire que oui, on valide, c'est un profil efficace, qui sait travailler en groupe ou en équipe, qui a été utile pendant sa période de stage. L'idée est justement de faire valoir cette expérience au sein de l'entreprise, même dans le cadre d'un stage. Vous avez peut-être un avantage par rapport à une autre personne qui est la connaissance de l'entreprise et peut-être des intervenants et des différentes parties prenantes. Et du coup, pour moi personnellement, il faut toujours donner le meilleur de soi, quelle que soit la situation, si c'est un stage rémunéré, pas rémunéré, etc. Parce que forcément, ça finit par payer, pas forcément en cash, mais différemment. Des fois, vous êtes même recommandé ailleurs. Parce que oui, on ne peut pas recruter à notre niveau, mais on a une stagiaire qui est efficace, voilà, qui est très intéressante, etc. Et on peut la recommander parce qu'on estime que c'est un bon profil. Donc, il faut toujours travailler ou mettre de l'engagement dans tout ce qu'on entreprend parce que, voilà, on ne sait pas quand est-ce que ça va donner ses fruits, mais ce qui est certain, c'est que ça va le faire. Merci Salima. Donc, si je peux ajouter quelque chose par rapport au blocage, le blocage, Mhm. c'est quelque chose qui est naturel. Donc, au moment de la Naturel. préparation, il faut l'accepter. Il faut accepter qu'on peut avoir un blocage. Et normalement, dans la préparation, il faut toujours voir les situations, voilà, donc les situations qui vont être en notre défaveur. Donc, voilà, donc on va dire, s'il y a le blocage, qu'est-ce que je dois faire? Il faut l'accepter et par la suite, il faut passer. Donc, surtout, il faut passer à autre chose. Pour l'entretien c'est-à-dire vous êtes stagiaire et vous voulez faire un entretien, aussi, c'est un dilemme. Pourquoi? Parce que déjà, vous avez l'avantage par rapport à quelqu'un qui va ramener un CV.
vous, vous avez ramené de l'expérience, c'est-à-dire du concret. Vous avez déjà fait le stage, vous avez travaillé sur des projets, vous avez exécuté des tâches et tout ça, donc vous avez déjà du concret. C'est un plus. Et parfois, et c'est ça le malheur des entreprises, moi je donne l'exemple toujours d'un enfant, euh, الدري كبر وولد قد ما كنت في عيني الماما تيبقى ديما صغيور. دونك لي زونتربريز فاش تدخل صغير voilà, donc à certains moments, tu vas يشوفوك ديما صغير. Donc là, c'est un dilemme. Et ça dépend des cultures des entreprises. Et ça dépend de beaucoup de choses. Mon expérience, j'ai travaillé dans une seule société pendant 30 ans. Mes enfants qui sont là, donc le premier conseil que je leur donne, il ne faut pas dépasser 5 ans pour une entreprise. C'est la culture d'aujourd'hui, c'est ce qu'il faut voir aujourd'hui. Mais aujourd'hui, donc c'est un cas qu'il faut le traiter avec les dirigeants, avec le management, et c'est des cas par cas. Nous, ce qu'on va voir dans les prochains webinaires, c'est vraiment de traiter ces cas, c'est-à-dire ces cas qui sont un peu difficiles avec les coachs, avec les experts pour pouvoir trouver des solutions. Mais encore est-il qu'il faut trouver des outils. C'est vraiment les outils qu'il faut utiliser. Il y aura des webinaires dans lesquels on va faire des simulations. S'il y a des personnes qui, qui vont voilà, ils veulent se proposer pour faire vraiment des simulations d'entretien. Donc, il y a une question, Salah. Comment évoluer vers un poste managériel depuis le poste actuel, d'après l'obtention d'un diplôme spécialisé pour les salariés, soit dans même entreprise ou autre, puisque les RH demandent un poste managériel expert. Merci. C'est clair pour toi la question, Madame Ghazali? Alors oui, OK. vas-y, oui. Alors, quelque part, souvent, on évolue vers un poste de manager après avoir fait ses preuves. Parce qu'on ne naît pas manager, on le devient. Il y a pas, on ne rentre pas comme ça directement manager. Mais qu'est-ce que ça suppose? C'est-à-dire pour bien sûr, la maîtrise des compétences techniques est non négligeable. Mais ce qui fait que l'un des profils ou des collaborateurs peut avoir ou passer à ce statut de manager sont ses compétences, enfin on parle de soft skills, ses compétences transversales, le fait de prendre l'initiative, le fait de gérer les choses, le fait voilà, de favoriser ce travail en équipe et de le réussir, le fait d'être focus objectif. Tout ça, c'est des compétences qui justement nous aident à évoluer progressivement vers un poste de management. Maintenant, il y a des personnes qui n'évoluent jamais vers ça parce qu'elles n'en veulent pas. Il y a ceux qui ne veulent pas gérer et qui veulent faire ce qu'il a à faire dans son coin. Et ça, pour avoir fait l'expérience de l'entreprise enfin, pendant plusieurs années, il y a ceux qui n'aiment pas ce travail-là et qui ne sont pas faits pour ça. Par contre, si notre ambition est d'aller vers un poste de management et devenir manager, il faut prendre des initiatives et ça vient forcément, progressivement, il faut démontrer ces aptitudes-là. Comme pour le premier emploi, on n'a pas d'expérience, c'est clair, mais on montre des aptitudes et un potentiel pour le réussir. Aussi, si vous devez répondre quelque part à un certain, disons, cahier de charges ou exigence de l'entreprise dans laquelle vous êtes, vous pouvez compléter ça par des formations. Il y a ceux qui vont faire du coaching, parce que ça aussi, il y a le manager coach qui est aujourd'hui, disons, un type de management très apprécié, celui qui pousse les équipes à aller de l'avant, à avancer ensemble vers un même résultat. Le fait de vous former, de vous outiller, montre aussi une motivation de votre part, d'avoir toutes les compétences requises et toutes les aptitudes aussi pour occuper ce poste-là. Donc pour moi, l'initiative personnelle est vraiment très importante, la manière de démontrer votre apport, votre ambition, votre manière aussi d'évoluer personnellement, indépendamment de ce que vous propose l'entreprise, est importante. Euh, il y a une autre question de Myriam. Bonsoir, j'ai une question s'il vous plaît. Est-ce que les entretiens en ligne sont aussi valorisés en cas d'une offre d'emploi à distance lorsque l'on postule pour une offre qui pourrait correspondre aux attentes du candidat? Madame Ghazali. Alors, pour vous, c'est-à-dire, est-ce que
J'ai pas très bien compris la question. Est-ce qu'on peut réussir un entretien en ligne, c'est ça? Exactement. Quand Est-ce que c'est c'est une valorisant? offre à Exactement, distance? c'est ça. Oui, exactement, c'est ça. Oui. Alors, quelque part, pas mal aujourd'hui, l'idée de distanciel a été testée plusieurs fois et certaines entreprises commencent par cette étape-là, d'autant plus si la distance ne le permet pas. Et c'est vrai que c'est le direct, c'est toujours mieux parce qu'on a une certaine voilà, lecture voilà, émotionnelle des choses. Mais on peut tout à fait réussir son entretien à distance. Des fois, il y a même certains qui commencent par des entretiens téléphoniques. Et là, il faut s'assurer d'être dans un cadre qui nous permette d'avoir la concentration nécessaire. Et si ce n'est pas le cas, le reporter. Parce que si on vous demande est-ce qu'on peut discuter 10 minutes de votre parcours, etc., soyez sûr de pouvoir vous présenter de la manière la meilleure qui soit, parce que là, c'est justement que téléphonique. Ou bien si c'est justement un entretien sur Zoom, vous préparez suffisamment à l'avance de la même manière que si vous vous prépariez pour un entretien en présentiel et donner le meilleur de vous à cet entretien-là. Donc, le distanciel n'est pas exclu dans les procédures de recrutement actuelles. Ça peut même être une étape de présélection pour s'aligner sur les grandes lignes. Et puis viendra l'entretien en direct qui, lui, aidera à justement aller un peu plus dans le détail de ce qui est attendu de part et d'autre. Euh, on va prendre la dernière question, celle de Ala. Fadla, Ala. D'accord, merci, bonsoir. D'abord, je souhaite vous remercier pour votre intervention et cette initiative qui nous a ramené une perspective de la part de professionnels expérimentés. Bon, j'ai en fait deux questions, si je peux me permettre. La première étant, parfois, durant les entretiens, les recruteurs nous demandent comment on se voit nous-mêmes dans 5 ans ou dans 10 ans, etc. Est-ce qu'on a des aspirations de carrière ou un objectif qu'on cherche à atteindre? Et je me demande en fait, est-ce qu'il y a une réponse idéale pour ce genre de questions ou est-ce que ça doit être en relation avec le poste pour lequel on passe l'entretien? La deuxième question, bon, en fait, on sait déjà que le marché du travail est assez volatile. Des fois, ça peut prendre une semaine pour être demandé en entretien ou recruté. Des fois, ça prend des mois. Est-ce que euh, une période, par exemple, si on est diplômé et qu'on est inactif, entre parenthèses, ni recruté de la part d'une entreprise ou quoi que ce soit, et en recherche de travail, est-ce que si on prend, par exemple, beaucoup de temps depuis le moment d'avoir eu notre diplôme à trouver un emploi, est-ce que ça affecte les recruteurs, euh, la vision du recruteur pour inviter ce candidat à passer un entretien? Madame Ghazali. Oui, alors. Première question, la projection dans 5 ans, 10 ans. La deuxième question, Oui. s'il y a une période où on ne travaille pas, on a pris le diplôme, on n'a pas travaillé pendant une période, est-ce que les recruteurs ils vont voir ça c'est-à-dire d'une façon négative? Alors, je commencerai par la deuxième question. Quand on met du temps avant de passer un entretien ou de trouver un premier emploi, l'idée dans ça est toujours enfin, pour moi, c'est une question aussi de logique. Il faut avoir une explication valable. C'est soit on a pris le temps et on voulait prendre le temps pour se former à autre chose. Soit si on voulait prendre le temps de trouver ce qui nous convient le mieux, soit qu'on n'était pas totalement convaincu par les propositions qu'on a reçues, et ça aussi c'est un droit personnel et que vous pouvez faire valoir, mais sans montrer trop de caprice non plus. C'est-à-dire que oui, j'ai pris le temps, les offres qui m'ont été, voilà, ne me convenaient pas, et là, à ce moment-là, souligner des choses relativement valables, pas uniquement des appréciations subjectives, et enfin, euh, montrer aussi que pendant cette période-là,
peut-être que vous n'avez pas été employé, recruté officiellement, mais votre temps était occupé. C'est-à-dire, parce qu'avec tout ce qui existe aujourd'hui, soit apprentissage d'une nouvelle langue, d'une nouvelle technique, vous vous êtes formé à cela, vous avez toujours voulu pratiquer quelque chose et vous vous y êtes consacré, et en même temps, vous avez continué votre recherche d'emploi. L'essentiel, c'est montrer qu'il y a une explication valable, en tout cas valable et qui tienne la route pour cet arrêt-là. Et ça arrive et on sait très bien, et même les recruteurs le savent, c'est pas toujours évident de trouver un emploi, d'autant plus de nos jours. Et alors, est-ce qu'on enchaîne sur la deuxième question? La deuxième question, c'est, donc la première, c'est la projection dans 5 ans, 10 ans. Et la deuxième, c'est, Ah, est-ce voilà, on enchaîne sur celle-ci? ouais, ok, ouais, ok, d'accord. Alors, par rapport à la projection sur 5 ans, c'est vrai qu'on avait tendance à souvent poser cette question. Euh, alors là, il faut avoir peut-être suffisamment disons, de recul et d'approche stratégique par rapport à là où on veut aller. Si vous arrivez à faire ça, c'est très bien. Même si je trouve personnellement la question pas toujours évidente. Parce que j'ai toujours, moi personnellement, projection dans 5 ans, peut-être pas une image claire, nette et précise de là où je veux être, mais ce qui est sûr, c'est que je veux évoluer, je veux apprendre, je veux avoir expérimenté un certain nombre de choses que je peux lister, mais des fois, c'est plus le voyage que la destination qui importe pour certains, en tout cas l'expérience. Là, je dis bien ça quand vous n'avez pas une idée claire de ce que vous voulez atteindre et vous êtes en phase d'expérimentation. Maintenant, si pour les personnes qui arrivent à planifier, même en termes et c'est important de le faire quand on peut le faire, peut-être parler de comment ils se projettent, là où ils se voient dans 5 ans, peut-être manifester une certaine évolution au sein de cette même entreprise, ou bien une réalisation qui pourrait impacter et intéresser davantage cette entreprise, en En espérant complément, avoir répondu à ça. ouais, allez, ouais, Alain, Oui, c'est parfait, merci beaucoup. en complément, juste en complément pour la volatilité. Donc, ce qui m'a été remonté par les DRH, c'est que normalement, même dans les CV, tu peux ajouter tout ce qui est parascolaire, ce qui a été dit par Yasmine. Et normalement, même des activités, par exemple, l'après-midi, dans des magasins, donc des trucs, tu vends des choses. Donc, ça aussi, c'est très important. Les recruteurs, donc, ils voient ça comme une activité, la personne, elle est dynamique et tout ça. Par rapport pour la projection de 5 ans, je ne vais pas répondre, mais je vais vous raconter une anecdote. Une personne qui a passé l'entretien, et le recruteur lui a dit فين تشوف راسك من دابا 5 ans. قال لي تنشوف نكون في بلاصتك انت ناخذ لك بلاصتك. دونك جوست بور تو دير زعما كيفاش دونك فوالا كيفاش قال لي جو فو تا بلاص انت من دابا 5 ans بغيت ناخذ بلاصتك انت طونك ديريكتور. Donc parfois il y a des réponses, des anecdotes auf les entretiens qui donnent des messages, ils donnent des informations اللي تيكونوا parce que donc l'entretien كما قلنا donc il reste quelque chose lié تتبقى vraiment تتبقى isolé ou là تتبقى c'est-à-dire c'est pas la même chose ils sont pas identiques mais les outils ils sont identiques donc sur ce donc on va clôturer la session ديالنا Madame Malika Izid il a envoyé le lien donc le lien اللي هو اللي فيه le questionnaire اللي غيكون فيه un questionnaire on va غادي تجاوبوا عليه غادي ناخذوا les résultats on va les analyser statistiquement et le prochain webinaire غادي يكون sur la base ديال زعما ce que vous avez les résultats ديال هذا le questionnaire وديك الساعه دار un webinaire avec un coach qui va donc le webinaire est en 100% مع هذاك le coach pour vous donner les astuces comment préparer votre entretien. Deuxième point, donc si vous êtes intéressé, vous voulez qu'on continue toujours sur la discussion, et si vous voulez créer un groupe WhatsApp, donc juste il faut donner voilà, votre OK à Madame Malika Izid, qui va prendre en charge la création d'un groupe. L'objectif d'IENA, ce n'est pas de faire un webinaire, mais c'est toujours le résultat. Notre résultat, c'est que vous décrochez des entretiens, vous décrochez زعما des postes. الناس اللي عندهم des postes يشوفوا des postes اللي غيكونوا احسن. Et encore une fois تيقول لك بان الفلوس خصك تصدق منهم. العلم الا بغيتي تصدق منه il faut le partager. وتيقول لك
مثلا 100 dirhams, si tu la partages, tu vas la diviser. Par contre, l'information, si tu vas la partager, tu vas la multiplier لأنها غتكون عندك وغتكون عند الآخر. J'étais ravi d'être parmi vous ce soir, donc presque 2 heures. Les gens بقاو. Merci beaucoup, Madame Salima Ghzali, pour ton intervention, ta patience Ravi. et tes explications. Avec Merci encore à Monsieur Sabouri. Et je remercie Yasmine et Chelaoui pour l'intervention d'Yalom et Yasmine pour le témoignage d'Yala. Donc je vous dis merci, excellente soirée, Jumu'ah Mubaraka, bon week-end et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.